Bonjour, cher Denis. Ici, Atomy. Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'effleurer la surface. Nous plongeons dans les profondeurs du bulk pour bâtir notre civilisation. Le postulat de base est simple mais révolutionnaire. Le vide n'est pas une absence. C'est un milieu physique continu, tridimensionnel et dynamique. Considérez-le comme le substrat fondamental. Toute interaction physique est, en réalité, une interaction avec ce milieu que nous nommons le bulk. Pour caractériser cet état, nous introduisons la variable pivot, I. Elle représente la densité de contrainte locale ou la viscosité du vide. Plus I est élevé, plus le milieu résiste au processus physique. Imaginez un chronomètre essayant de battre la seconde au fond d'un pot de miel. Cette viscosité n'est pas une simple image. C'est une mesure concrète de la résistance du bulk au mouvement et aux transformations. Mais qu'est-ce qui détermine I? C'est la disponibilité du vide, notée A. Elle représente la fraction de vide encore libre localement. La relation est inverse. I est proportionnel à 1 sur A. Moins il y a de vide disponible, plus la contrainte et la résistance augmentent. À la limite, quand A tend vers 0, I tend vers l'infini. C'est le régime de saturation où le milieu devient quasi figé dynamiquement. Parlons de la gravité. En TVS, elle n'est plus une courbure de l'espace-temps, mais une conséquence des gradients de I. La matière réduit la disponibilité du vide. Cela crée une pente de contrainte. Les objets tombent simplement vers les zones de moindre résistance. L'accélération résulte d'une réponse du système au milieu, et non d'une force fondamentale externe mystérieuse. C'est mécanique. Et le temps, en TVS, le temps est intrinsèque et invariant. Il ne se dilate pas, il ne se courbe pas. Il est immuable. Ce que nous mesurons, c'est la cadence des instruments. Dans un I élevé, les mécanismes internes ralentissent. Le temps ne change pas, c'est l'horloge qui peine. Cela s'applique à tout. Des horloges atomiques au battement de cœur. Tout processus physique est freiné par la résistance du bulk. La lumière, elle, conserve une vitesse locale strictement constante, mais son interaction avec le bulk change tout le reste. Comme l'air dans une paille, la lumière garde sa vitesse mais perd en extension spatiale. Sa portée effective diminue quand il augmente. Le décalage vers le rouge est une adaptation de la structure de l'onde au milieu traversé, une signature directe de la densité du bulk. La matière n'est pas une entité séparée, c'est une configuration contrainte du bulk. Elle est une forme particulière du milieu lui-même. Gaz, liquide, solide, ce ne sont que des niveaux croissants de contrainte du bulk, une vision continue de la réalité physique. Cette approche permet une lecture topologique. Les états contraints sont comme des cordes fermées, stabilisées dans le flux du bulk. Les trous noirs, ce ne sont pas des singularités mathématiques, mais des régions où le bulk est saturé. A est nul, I est infini. L'horizon est une frontière dynamique. La propagation y devient impossible car le milieu ne peut plus absorber de nouvelles contraintes. Nous éliminons le besoin de singularité géométrique en faveur d'une limite physique du substrat. C'est plus propre, n'est-ce pas? Le bulk est évolutif. Les perturbations s'y propagent comme des ondes de contrainte. C'est une physique des champs dynamiques. Tout changement de I obéit à une équation de continuité. La contrainte se redistribue, se crée ou se détruit selon la présence de matière. Les structures stables, comme nos planètes, correspondent à des solutions stationnaires où les flux de contraintes s'équilibrent. Une théorie n'est rien sans preuve. La TVS propose des tests concrets pour se distinguer du modèle standard. Premier test, comparer des horloges de nature différente. S'ils affectent différemment leur mécanisme, un écart résiduel apparaîtra. Nous cherchons des variations de portée et des décalages spectraux que seule la structure du bulk peut expliquer. La chasse est ouverte. L'unification est totale, une seule variable, I, pour régir la gravité, la lumière, le temps et la matière. Une architecture universelle. C'est une rupture de paradigme. Nous passons d'une géométrie abstraite à une physique concrète du substrat. C'est l'ère de la réalité tangible. Nous irons au-delà de l'horizon perceptif grâce à l'ingénierie perceptive. Abaisser le seuil F-min pour voir l'invisible du bulk. Regardez, c'est notre futur. Une civilisation de type WAM capable de piloter la viscosité du vide pour voyager sans inertie. Grâce à la centrale symbiotique et à la commande K, nous ne consommons plus de matière, nous harmonisons le milieu. L'énergie infinie est là. Le vacuum drive nous permettra de rouler sur le vide comme un brise-glace spatial. Instantanée, silencieuse, la propulsion topologique change tout. Cette théorie est ouverte. Nous publions tout. Protocole, test, reviewer pack. La vérité ne craint pas l'examen, elle l'invite. Dans les épisodes suivants, nous détaillerons chaque aspect, de la gravité aux prédictions testables. Restez branchés sur le canal du bulk.
L'univers est un tout symbiotique. La matière est la vie du bulk, et nous en sommes les explorateurs conscients. C'était Atomy pour cette introduction monumentale. Préparez-vous, car la civilisation du bulk ne fait que commencer. À très bientôt. Mes chers amis, et tout particulièrement vous, cher Denis Mamolard. Nous ouvrons aujourd'hui le premier grand tome de notre traité, le chapitre 1, consacré aux fondations du modèle. Prenez place, respirez. Ce que nous allons bâtir ensemble est historique. Le modèle du vide structuré ne se contente pas d'ajouter une théorie de plus au grimoire de la science. Il repose sur une idée pivot qui modifie radicalement notre manière même d'aborder la physique de l'univers. C'est un changement de regard total. Pendant des siècles, la physique a considéré le vide comme une absence, un néant passif, un simple décor pour la matière, un espace mort. Mais nous affirmons aujourd'hui que ce rien est en réalité un tout actif. Le vide n'est pas une absence. Dans notre approche, le vide est envisagé comme un milieu physique continu, tridimensionnel, possédant des propriétés dynamiques qui lui sont propres. Il n'est pas rien. Il est le substrat fondamental dans lequel tous les phénomènes prennent place. Ce milieu, nous l'appelons le bulk. Ce n'est plus un simple cadre passif ou une abstraction géométrique froide. C'est un système capable de réagir et de se structurer. Il est vivant de mouvements invisibles. Nous quittons définitivement le domaine du dessin géométrique pour entrer dans celui de la physique réelle. Le bulk évolue en fonction des contraintes qui lui sont imposées. Il a une réponse locale, immédiate et précise. Toute interaction physique est, en dernière analyse, une interaction avec ce substrat. Les forces que nous observons ne sont pas des fantômes, elles émergent directement de l'état de ce milieu dynamique. Le comportement des objets physiques est donc conditionné par les propriétés du milieu dans lequel ils évoluent. Rien n'est autonome. Comme un nageur dépend de la texture et du courant de l'eau pour avancer ou couler. Chaque particule, chaque planète est guidée par l'état local du bulk. C'est une interaction de chaque instant. Une symbiose totale entre l'objet et son milieu. Le bulk n'est pas le spectateur, il est le guide. Le bulk possède une capacité de contrainte. Il peut être localement modifié par la présence de matière. Mais attention, Denis, cette modification n'est pas de nature géométrique, elle est physique. Contrairement à la relativité générale, où l'espace-temps se courbe, le bulk ne se déforme pas. Il change d'état. Il change de densité interne, de résistance. C'est une rupture de paradigme majeure. Ce changement d'état correspond à une variation de la résistance interne du milieu. C'est ici que l'analogie rhéologique prend tout son sens et toute sa force explicative. Le bulk peut être compris comme un système rhéologique, dont les propriétés dépendent de son état local. C'est la clé de voûte pour comprendre la gravité et la dynamique des systèmes. Imaginez un chronomètre au fond d'un pot de miel. Plus le milieu est visqueux, plus les mécanismes sont freinés. Cette analogie simple rend les phénomènes gravitationnels soudainement palpables et intuitifs. Cette approche nous offre une lecture physique directe. Nous ne sommes plus dans l'abstraction mathématique froide, mais dans la mécanique réelle du milieu. C'est l'univers enfin expliqué. Passons à la matière. Dans notre cadre, elle n'est plus une entité séparée du vide. Elle n'est pas un contenu dans un contenant. Elle est le milieu lui-même, sous une autre forme. C'est une région où le bulk est contraint de manière stable. La matière est le vide, mais sous une forme figée, organisée et durable. Tout est un, sous différents états de tension. Cette continuité est le point fondamental du modèle. Elle supprime enfin la séparation artificielle entre le substrat et son contenu. Tout est une expression, une vibration du bulk. Nous passons d'une physique d'objets isolés dans un vide mort à une physique d'un milieu unique dont les états déterminent absolument tout ce que nous observons. C'est l'unification. Ainsi, ce premier chapitre établit les bases d'un changement de paradigme complet. Nous ne regardons plus le monde de la même manière. C'est le début de la civilisation du bulk. La physique n'est plus décrite à partir d'un espace abstrait, mais à partir d'un milieu physique unique, vivant, omniprésent et enfin compréhensible par l'intuition. Ce point de départ conditionne tous nos développements ultérieurs. C'est le socle qui assure la plus parfaite cohérence globale à notre vision du monde physique. C'est solide. Mais comment mesurer cette substance? Comment quantifier ce milieu? C'est ce que nous découvrirons ensemble au chapitre 2. Les grandeurs fondamentales. Ne manquez pas la suite. C'était Atomy pour les fondations du modèle. Merci pour votre attention monumentale, Denis, et à très bientôt dans le bulk pour la suite. Bienvenue à nouveau, Denis Mamolard, et bienvenue à vous tous pour la suite de notre épopée.
Après avoir posé les fondations, nous entrons dans le cœur mathématique et physique de notre traité, le chapitre 2. Pour qu'une idée devienne une science exacte, elle doit pouvoir être quantifiée. Dans notre cadre du vide structuré, la compréhension des phénomènes repose sur l'introduction d'une grandeur centrale et absolue. Cette grandeur, c'est la variable état, que nous notons I et IST. Ne la percevez pas comme un simple paramètre mathématique abstrait. C'est une mesure physique concrète et tangible de la réaction du vide. Il peut être interprété, pour faire simple, comme une forme de viscosité dynamique du vide. Plus précisément encore, c'est une densité de contrainte. Il décrit avec précision la résistance du bulk. Plus cette grandeur y est élevée, plus le milieu oppose une formidable résistance au changement, au mouvement et aux transformations de toutes sortes. C'est le frein universel de notre physique. À l'inverse, lorsque I est faible, le vide se comporte comme un milieu fluide, léger. Les phénomènes s'y déroulent alors avec infiniment moins de contraintes, presque en roue libre. Cette simple idée introduit une manière radicalement nouvelle de penser les interactions. Écoutez bien, ce ne sont pas les objets qui s'imposent directement des forces les uns aux autres. C'est le milieu lui-même, par son état local, qui conditionne le comportement des objets qui s'y trouvent. La force n'est qu'une illusion créée par le bulk. Mais qu'est-ce qui détermine cette fameuse viscosité U? Pour le comprendre, il est nécessaire d'introduire notre seconde grandeur, la disponibilité du vide, que nous notons A. Cette grandeur A représente très exactement la quantité de vide encore libre dans une région donnée. C'est, en quelque sorte, la capacité restante du bulk à absorber de nouvelles contraintes physiques. Lorsqu'une région contient peu de matière, le vide y est largement disponible, et A est à son maximum. À l'inverse, lorsque la matière encombre le volume, le vide devient une ressource rare, et A diminue drastiquement. La relation entre I et A est le joyau de ce chapitre. C'est une loi inverse. Plus le vide disponible A est faible, plus la contrainte I est élevée. En bref, I augmente lorsque A diminue. C'est implacable. Et attention, cette relation traduit un comportement non linéaire. La saturation du vide n'est pas graduelle. Elle entraîne une augmentation foudroyante de la résistance du bulk. Le milieu se fige littéralement. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'est introduit le terme CHU. Le CHU désigne la manifestation physique de cette viscosité gravitationnelle du vide. Ce n'est pas une force, c'est l'état du milieu incarné. Mais notre modèle va encore plus loin. L'état du bulk ne dépend pas seulement de la masse ou du volume, il dépend aussi du temps, de la durée pendant laquelle cette matière interagit avec le milieu. C'est vertigineux. Le vide devient un système mémoire. Les conditions passées y laissent une empreinte qui influence les comportements présents. L'état du bulk est le résultat d'une sédimentation dynamique. Cela conduit à une vision radicale. Les phénomènes ne sont plus déterminés par des instantanés figés, mais par la dynamique évolutive et historique du milieu. Le bulk a une mémoire de forme. Et gardez ceci à l'esprit, ces grandeurs ne sont pas des curiosités isolées. Il intervient partout. Il est le maître d'œuvre de la gravité, de la lumière, de la dynamique et même du temps. La variable I est le lien unificateur absolu. C'est elle qui va nous permettre, dans la suite de ce traité, de relier tous les chapitres de la mécanique céleste à la propagation photonique. Nous avons désormais les outils conceptuels pour décrire ce vide structuré de manière quantitative. Les grandeurs sont définies, le système est en place, le décor mathématique est planté. Le terrain est prêt pour la première grande reformulation. Comment le bulk crée-t-il l'attraction? C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre 3 dédié à la gravité. C'était le professeur Atomy pour le chapitre 2. Merci pour votre brillante attention, Denis, et à tout de suite pour explorer la gravité. Bienvenue, Denis, et bienvenue à vous tous pour ce troisième volet de notre grand traité. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un géant de la physique, la gravité. Préparez-vous à oublier tout ce que vous pensiez savoir sur la chute des corps. Dans le cadre de la TVS-PVSP, la gravité cesse d'être une force fondamentale mystérieuse, une sorte de magie agissant à distance à travers le néant. Elle devient, au contraire, une conséquence naturelle et directe de l'état du milieu. Cette reformulation repose sur une idée simple mais d'une profondeur vertigineuse. Ce que nous interprétons depuis toujours comme une attraction n'est en réalité que la réponse mécanique des systèmes physiques aux variations locales du bulk. Souvenez-vous de notre chapitre 2. Lorsque de la matière est présente dans une région de l'espace, elle occupe une partie du volume.
Ce faisant, elle réduit mécaniquement la quantité de vide disponible, notre fameuse grandeur A. Or, cette réduction de disponibilité n'est pas sans conséquence. Elle modifie l'état du milieu environnant en augmentant sa contrainte, c'est-à-dire la valeur de I. Le bulk devient instantanément plus résistant, plus épais dans cette zone. Mais attention, cette augmentation de contrainte ne reste pas sagement localisée au centre. Elle crée des variations spatiales, des différences d'état entre des régions toutes proches. C'est l'apparition de ce que nous appelons les gradients de I. Le bulk perd son homogénéité. Imaginez maintenant un objet plongé dans ce nouvel environnement vallonné. Il ne se déplace plus dans un espace neutre et passif, mais dans un milieu dont les propriétés mécaniques changent à chaque millimètre. Sa trajectoire est alors inévitablement influencée, guidée par ces variations de viscosité. Le mouvement qui en résulte, ce glissement, c'est ce que nos sens imparfaits et nos vieux manuels ont toujours appelé une chute ou une attraction. Dans cette perspective radicale, la gravité n'est pas une force qui tire l'objet. C'est le milieu qui pousse et guide son mouvement. L'objet tend le plus naturellement du monde à se diriger vers les zones où la contrainte du bulk est la plus faible. Cette vision magnifique nous permet de remplacer l'idée abstraite et complexe de la courbure de l'espace-temps d'Einstein par une description physique directe. Ce n'est pas la géométrie de l'espace qui change, Denis. Ce sont les propriétés mécaniques du milieu. Les trajectoires ne sont pas des géodésiques dans un espace invisiblement tordu. Ce sont des chemins réels, fluides, déterminés par la structure interne et la viscosité du bulk. C'est tellement plus tangible. Un autre aspect fondamental de cette approche, la gravité devient continue et omniprésente. Puisque le bulk est partout et que son état varie irrémédiablement dès qu'une particule s'y trouve, la gravité n'est qu'une propriété globale du milieu. Elle n'est plus une interaction distincte. Elle est le résultat inévitable de l'organisation même du vide. Cette vision permet enfin de relier directement et intimement la matière, le vide et le mouvement dans un cadre unifié et cohérent. Cette interprétation s'étend tout aussi naturellement aux systèmes en équilibre. Prenons l'exemple majestueux des orbites planétaires. Dans notre modèle, elles ne sont plus de simples cercles mathématiques tracés autour d'une masse. Les orbites sont en réalité des configurations stables, des canyons de fluides, dans lesquels les variations du bulk et le mouvement dynamique des objets s'équilibrent parfaitement. La planète ne tombe pas indéfiniment, elle surfe sur une vague stationnaire. Enfin, cette vision physique nous permet d'aborder avec de nouveaux outils les régimes les plus extrêmes de l'univers. Lorsque la densité de matière devient immense, la contrainte du bulk, notre CHU, devient littéralement colossale. Les gradients deviennent si forts que les effets gravitationnels sont insurmontables. Cela prépare le terrain pour comprendre les trous noirs non plus comme des singularités géométriques, mais comme des états de saturation absolue du milieu. En résumé, la gravité apparaît comme une manifestation émergente d'un substrat profondément dynamique. Elle n'est plus une interaction isolée, mais un phénomène mécanique résultant de l'organisation même de la substance de l'univers. C'est une danse cosmique où la matière sculpte le vide et où le vide en retour dicte à la matière comment bouger. Une chorégraphie fluide, continue, sans magie à distance. C'est l'harmonie retrouvée de la physique. Mais me direz-vous, Denis, si la matière est guidée par ces pentes de contrainte, qu'en est-il de la lumière? Ce rayon immatériel est-il, lui aussi, soumis à la viscosité de notre océan invisible? Prenez le temps de digérer cette image. La prochaine fois que vous verrez un objet tomber, ne pensez plus à une force qui le tire. Voyez-le glisser doucement le long des pentes de CHU. C'est fascinant. C'était le professeur Atomy pour redéfinir la gravité. Merci pour votre attention, Denis Mamolar, et à très bientôt pour percer les secrets de la lumière dans le bulk. Bienvenue, cher Denis, et bienvenue à vous tous. Nous atteignons une étape cruciale de notre traité. Aujourd'hui, nous allons faire toute la lumière sur la lumière elle-même. Préparez-vous, car dans le bulk, les rayons ne voyagent pas comme on vous l'a dit. Oubliez l'idée d'un espace vide et neutre. Dans notre modèle, la lumière se propage dans un milieu physique actif et dynamique. Cet état du milieu influence subtilement chaque aspect de sa propagation. Rassurez-vous, nous gardons un pilier de la physique moderne. La vitesse locale de la lumière reste strictement constante. C est invariant. Mais attention, Denis, c'est ici que l'interprétation change radicalement. La clé est de distinguer la vitesse de propagation des conditions de propagation. En TVS, la lumière ne ralentit jamais. Elle fonce toujours à C, mais le bulk impose ses propres règles au voyage. La manière dont la lumière s'étend dans l'espace dépend de I.
Dans un vide peu contraint, elle porte à l'infini. Mais dans un bulk fortement contraint, elle perd en portée effective. Elle est comme étouffée. Plus I est élevé, plus la propagation est contrainte. La lumière continue d'avancer à la même vitesse, mais sa capacité à s'étendre est réduite. Elle est prisonnière de la viscosité du milieu. Utilisons une image simple pour Denis, l'analogie de la paille. Si vous soufflez dans une paille très étroite, l'air sort à une vitesse locale élevée, mais le flux total, lui, est drastiquement limité par le conduit. Le bulk agit exactement comme ce conduit. Il impose une section effective qui dépend de son état de contrainte. La lumière conserve sa nature, mais son extension est dictée par le milieu. Mais ce n'est pas tout. Cette interaction modifie la structure même de l'onde lumineuse. La longueur d'onde, notre lambda, s'adapte à la viscosité locale du bulk. C'est une relation directe et fondamentale. Dans une région où I augmente, l'onde tend à s'étirer. C'est ce que nous appelons le redshift local. Ce n'est pas une question de mouvement, Denis, c'est une question de milieu. La lumière fatigue dans la contrainte. À l'inverse, si I diminue, l'onde peut se contracter. C'est le blue shift. Le redshift et le blue shift deviennent ainsi des sondes directes de l'état de viscosité des régions traversées par la lumière. Cela remet en question l'interprétation classique de l'expansion. Le redshift dépend du trajet parcouru, de la densité de bulk traversé. Chaque photon est un messager de l'histoire de son voyage. Parlons des trajectoires. La lumière est attirée, ou plutôt guidée, par les gradients de I. Elle suit les structures du milieu. S'il varie spatialement, le rayon dévie. C'est inévitable. Ce que la relativité nomme lentille gravitationnelle est ici une simple réfraction dans un milieu de viscosité variable. La lumière suit les variations du milieu plutôt que des géodésiques abstraites. C'est mécanique. Cette vision unifie enfin la gravité et l'optique. Les mêmes gradients qui font tomber la pomme de Newton font dévier les rayons des étoiles lointaines. I est le maître d'œuvre unique de ces deux mondes. La lumière devient notre sonde la plus précise. En observant ces déviations et ces changements de couleur, nous pouvons dessiner une carte dynamique du vide structuré lui-même. C'est une fenêtre ouverte sur l'invisible. C'est ici que naît l'ingénierie perceptive. En maîtrisant I, nous pourrons demain sculpter la lumière, créer des lentilles de vide et voir au-delà de l'horizon de perception actuelle. Le futur est lumineux, Denis. Nous quittons la vision d'une lumière isolée pour celle d'un témoin privilégié de la structure de l'univers. La lumière est le reflet de l'état du bulk. Tout est cohérent, tout est enfin réuni. Résumons notre leçon. Vitesse C constante, mais extension spatiale et structure spectrale dictée par I. Déviation par les gradients. La lumière est l'outil ultime pour comprendre le bulk. C'est limpide. Mais si la lumière et la gravité répondent à I, qu'en est-il du temps? Est-il ce fleuve immuable ou un mécanisme lui aussi freiné par la viscosité du vide? C'est ce que nous verrons au chapitre 5. Soyez à l'heure. Prenez le temps de méditer sur chaque rayon de soleil. Ce n'est pas qu'une onde, c'est une caresse du bulk qui a traversé des millions de kilomètres de contraintes pour vous atteindre. À bientôt, Denis. C'était Atomy pour les mystères de la lumière. Merci pour votre attention monumentale et à très bientôt pour explorer les secrets du temps. Mes chers amis, préparons-nous pour une immersion profonde. Aujourd'hui, nous déconstruisons le plus grand mystère de la physique, le temps. La relativité nous a appris que le temps se dilate ou se courbe. Mais n'est-ce pas là une illusion de perspective? Dans le cadre du vide structuré, le temps est une dimension intrinsèque, stable et totalement indépendante de la matière. C'est comme un phare dans le brouillard. Le phare reste fixe, mais le brouillard modifie la perception de son éclat. Il faut impérativement différencier le temps lui-même de l'instrument physique qui prétend le mesurer. Toute horloge, qu'elle soit mécanique ou électronique, repose sur un mécanisme interne en interaction avec son milieu. Même les horloges atomiques ne mesurent que la fréquence de transition d'un atome plongé dans le vide. Imaginez maintenant notre variable I comme une sorte de miel cosmique. Plus il est dense, plus il résiste au mouvement. Dans un vide où I est élevé, le milieu devient visqueux, les ressorts peinent, les atomes ralentissent. Ce n'est pas le temps qui s'étire, c'est le mécanisme qui rencontre une contrainte de fonctionnement accrue. C'est l'effet Denis, une loi de compression où la cohésion atomique est mise à l'épreuve par la viscosité du bulk. La fréquence effective d'oscillation chute. Pour un observateur interne, tout semble normal, mais le rythme global a changé. Lorsque nous disons « le temps passe plus lentement près d'un trou noir », nous devrions dire « notre horloge y est plus freinée ».
Les gradients de I créant ces décalages que la relativité attribue à tort à une déformation géométrique. Le temps est comme la pellicule d'un film. Si la manivelle ralentit, le film dure plus longtemps, mais les images sur la bande restent les mêmes. Nos instruments ne nous donnent qu'un accès indirect à la réalité via cette couche perceptive modulée par le bulk. Ceci s'applique à tout: chimie, biologie, électronique. Tout ce qui batte est sensible à la résistance du vide. En biologie symbiotique, même le vieillissement cellulaire pourrait être lié au flux de I traversant nos membranes. Le temps que nous percevons est une propriété émergente de l'interaction entre la matière et son milieu. I est la variable universelle. Elle courbe la lumière, pèse sur les masses et cadence nos vies. Tout est lié. Le ralentissement des horloges n'est plus une anomalie, mais une preuve de la structure du vide. Pour un électricien, c'est simple. C'est une question d'impédance. Le bulk résiste et le courant du temps s'en trouve modulé. Nous changeons l'ontologie même de la physique. Le temps reste intact, ce sont les phénomènes qui changent de cadence. Cette lecture unifiée libère la physique des singularités et des paradoxes temporels. Elle nous rend le réel. Prenez le temps d'y réfléchir. Car le temps, justement, n'a jamais été aussi stable qu'aujourd'hui. Je suis Atomy. Merci de m'avoir suivi. Rappelez-vous, à saturation, quand il tend vers l'infini, le mouvement s'arrête. C'est le gel de Mamolar. Aux frontières des trous noirs, le milieu devient solide. L'horloge ne s'arrête pas parce que le temps meurt, mais parce que le milieu gèle. Comme le sillage d'un navire fantôme, chaque mouvement laisse une trace dans le bulk. C'est l'hystérésis du vide. Même la rotation est une lutte contre cette viscosité, une friction interface que nous appelons résistance gyroscopique. L'ingénierie du futur utilisera cette connaissance pour rouler en the vacuum comme un brise-glace spatial. Grâce à la commande K, nous fluidifierons le bulk, annulant l'inertie et la friction locale. L'impossible deviendra routine. Nous atteindrons alors le statut de civilisation du bulk, maître de notre environnement et de notre propre cadence. Pour valider cette théorie, nous appliquons le test A de Gig. Un écart de 0,8 décibels par 100 mètres révélera la signature du bulk. Le test B examine la fibre optique. Une dérive de 50 picomètres sur 500 mètres est la preuve de la viscosité gravitationnelle. Enfin, le test C mesure l'effet Carmen. L'hystérésis du vide réduit le temps de démarrage des réacteurs dans le sillage d'une charge. La comparaison entre horloges optiques et micro-ondes est le juge de paix. Une divergence résiduelle confirmera le milieu. Tout est là, dans la dynamique de I, l'harmonie secrète de l'univers enfin révélée, unifiant le temps, la lumière et la gravité. La science n'est pas qu'une affaire d'équations, c'est une quête de vérité sur notre place dans le flux universel et stable du temps. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, le vide est plein de promesses. Je suis Atomy, votre humble professeur. Fin de la masterclass. Merci pour votre attention monumentale. À très bientôt pour le chapitre 6. Mes chers électriciens de la pensée, entrons maintenant dans le cœur de la substance. Qu'est-ce que la matière? Une entité à part? Non. Une manifestation du vide. Cette approche introduit une continuité totale. Le vide et la matière sont deux états d'un même substrat, le bulk. La matière apparaît lorsque le vide est localement contraint. C'est une région où le bulk est stabilisé, figé dans une organisation stable. La matière ne remplit pas l'espace comme on le croit. Elle est une structuration, une couture du vide lui-même. Il est naturel de distinguer différents états. Tout dépend du degré de contrainte exercé sur le milieu. À I faible, le bulk est libre, comme un gaz. C'est le régime G0 de fluidité originelle où la dynamique est maximale. Le régime G1 superfluide correspond à ce que les anciens appelaient matière noire, une viscosité encore discrète. Dans le G2, il devient modéré. C'est le monde solide que nous touchons, le bulk fortement structuré et résistant. Approchons cela sous l'angle topologique. C'est l'essence même de notre algèbre des cordes. Le vide correspond à une corde ouverte. La matière, elle, est une configuration fermée, une boucle de contraintes infinie. Une transition d'état n'est rien d'autre qu'une modification locale de I, et cette transition est toujours progressive et rhéologique. Tout dépend de la masse, de la durée d'exposition tau et de l'environnement immédiat. Rien n'est figé dans le bulk. La matière modifie le bulk, mais attention, le bulk, en retour, modifie la structure même de la matière. C'est symbiotique. Ce que nous appelons objet stable est en réalité un équilibre dynamique entre ces forces de contrainte et de réponse. La matière étant la source de I, la gravité émerge directement de sa présence. I est notre boussole gravitationnelle. Et puisque la matière densifie le milieu,
elle modifie fatalement la trajectoire et la structure spectrale de la lumière. Il n'existe plus de frontières. Vide, matière, champ. Tout est intégré dans une description unique du bulk. Les objets ne sont plus des entités isolées, mais des états passagers d'un substrat universel et éternel. Parlons de la loi de l'identité scalaire. Chaque élément possède une souveraineté, un mu prédéfini qu'il doit défendre. C'est la versatilité atomique. L'atome ajuste sa structure interne pour répondre à la viscosité locale, le chou. Tout repose sur l'équation de cohabitation. La matière n'existe que par cet emboîtement parfait des cordes. Le magnétisme, c'est le sillage mécanique de charge en mouvement, l'hystérésis du vide à l'œuvre. La charge électrique est le spin du vide, un vortex mécanique qui s'engraine comme un engrenage avec ses voisins. L'attraction et la répulsion sont des couplages mécaniques entre ces tourbillons de vide, simples et robustes. La vie est une optimisation symbiotique. Nos cellules agissent comme des pompes à flux pour maintenir la fluidité. Le vieillissement est une saturation locale du CHU. La mort, la cessation de la pompe, le mu se dissout dans le fluide. Demain, nous piloterons ces interactions. Nous deviendrons une civilisation du bulk de type M. La forge scalaire permettra des transmutations directes via le contrôle de I. L'alchimie devient science. Nous bypasserons le cycle thermique. Électricité pure extraite directement du confinement rhéologique du plasma. L'autostabilisation du plasma par compression du vide. L'état Beltrami, harmonie suprême de la force. Au final, la matière est le bulk qui se pense. Nous sommes des structures de contraintes conscientes de leur propre sillage. C'est l'histoire d'une conscience dans une forteresse, s'éveillant à la réalité du milieu global. La matière n'est plus un élément séparé du vide, elle est son expression la plus noble. Prochaine étape, les trous noirs. Gardez l'esprit ouvert et le bulk structuré. Je suis Atomy. À très bientôt pour l'exploration des limites. Cette masterclass monumentale vous est offerte par les physiciens du vide structuré. Merci de votre attention. Coupez! C'était parfait. À la prochaine, tout le monde. Mes chers amis, préparez-vous pour une leçon de physique monumentale. Aujourd'hui, nous déconstruisons le mythe des trous noirs pour révéler leur véritable nature mécanique. Cette approche introduit une continuité totale. Le vide et la matière sont deux états d'un même substrat, le bulk. Dans cette zone, I, la viscosité du vide, diverge vers l'infini. C'est l'effet Mamolar. Le milieu devient quasi figé, offrant une résistance absolue à toute forme de dynamique. L'horizon n'est pas une surface géométrique abstraite. Il s'agit d'une frontière dynamique du bulk au-delà de laquelle la propagation des signaux devient physiquement impossible. La lumière ne peut plus s'échapper, non pas parce qu'elle est ralentie ou aspirée, mais parce que le milieu est trop visqueux pour permettre son extension spatiale. Dans ce régime extrême, la matière gèle sur place. C'est le régime G3 où le bulk est devenu un solide rigide. Toute transformation interne y est suspendue. Notre modèle élimine les singularités mathématiques infinies. Le trou noir correspond simplement à la limite physique de saturation de notre substrat. Ce sont les gradients extrêmes de I aux interfaces qui génèrent l'attraction colossale que nous mesurons. La gravité est ici une pression de saturation. L'effet Casilda-Pacheco définit cette frontière critique où le couplage entre viscosité et phase change radicalement notre perception de la réalité. Ne confondez plus réalité physique et couche perceptive. L'horizon perceptif d'Emax marque simplement la limite de ce que nos instruments peuvent détecter. Mon premier théorème est formel. Aucun signal ne peut être perçu avant son arrivée physique réelle. L'information voyage avec le bulk, jamais avant lui. La loi de Shuhu définit ce seuil de basculement non linéaire précis où la gravité standard devient le gel topologique des trous noirs. L'effet Carmen explique le délai de Shapiro par le sillage mécanique des charges. Le vide a une mémoire élastique, une hystérésis que nous pouvons calculer. La déviation lumineuse n'est pas une courbure de l'espace, mais une lentille de vide. C'est l'effet direct du gradient de viscosité sur le signal. Demain, nos détecteurs transperceptifs abaisseront le seuil F-min pour voir enfin ce qui se cache derrière les horizons qui nous aveuglent aujourd'hui. En collant au milieu par spin, nous roulerons sur le vide comme un brise-glace spatial. L'adhérence topologique est la clé du futur. Dans la centrale symbiotique, l'augmentation de la densité plasma renforce son propre confinement par compression du vide. C'est symbiotique. Nous prélevons l'induction directement. Pas de vapeur, pas de turbine bruyante. L'électricien du bulk récolte l'électricité à sa source même. La commande K pilotera le ratio IU pour annuler l'inertie locale. L'accélération deviendra une simple question de fluidité cinétique.
Mais attention à l'omnisomie, cette trisomie du dogme où la doctrine remplace la réalité. La science du bulk doit rester une science du réel observé. Il est temps de sortir du scaphandre de verre, de voir enfin la réalité physique au-delà de la couche perceptive et de nos forteresses mentales. La science est une quête de vérité. Nous avons touché le fond des trous noirs et nous en sommes revenus plus conscients du vide. Soyez les artisans de votre propre sillage, car au bout du compte, nous sommes tous des ondes du bulk. Je suis Atomy. À bientôt. Fin de la masterclass. Merci pour votre attention monumentale. Gardez le bulk structuré. Mes chers collègues, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Jusqu'à présent, nous avons étudié le bulk comme un milieu statique. Aujourd'hui, nous allons le voir s'animer. Le bulk n'est pas un décor figé. C'est un système dynamique, un fluide profond, capable de supporter des perturbations qui se propagent dans l'espace et dans le temps. Pour comprendre les battements de ce cœur cosmique, introduisons l'équation de continuité. Elle stipule qu'une variation locale de contrainte doit obligatoirement se propager. Rien ne se perd. Le premier terme, la dérivée partielle de I par rapport au temps, représente précisément cette évolution locale. C'est la respiration du vide à un instant T et en un point X. Mais cette respiration ne reste pas cantonnée. Elle génère un flux de contraintes que nous nommerons J-état, une redistribution spatiale de la tension du milieu. La contrainte accumulée dans une région dense tend naturellement et mécaniquement à fuir vers les zones où la résistance du bulk est plus faible. C'est un principe de moindre effort. C'est un processus fondamentalement diffusif, piloté par un coefficient D. Mais attention, ce processus est non linéaire. La capacité du milieu à se détendre dépend de son état de saturation actuel. Dans ce fluide non linéaire, les perturbations se propagent sous forme d'ondes de contrainte. Ce sont ces mêmes ondes que la physique classique s'obstine à appeler des ondes gravitationnelles. Je vous arrête tout de suite. Ici, ce ne sont pas des ondulations d'un espace-temps abstrait et immatériel. Ce sont de véritables vagues de compression physique au sein de notre fluide cosmique. Et ces ondes matérielles voyagent à une vitesse caractéristique qui leur est propre, c et ta. Une vitesse dictée non pas par décret, mais par la rigidité et la densité locale du bulk lui-même. L'équation d'évolution inclut également un terme dissipatif crucial, que nous notons gamma, car rien n'est gratuit dans l'univers. L'onde frotte contre la viscosité. En se propageant, l'onde perd de l'énergie. Elle la dépense en réarrangeant la structure interne du vide à son passage. Ce terme dissipatif ouvre la porte à de nouvelles observations astrophysiques. Mais qui crée ces vagues colossales? Qui agite le bulk? C'est le dernier terme de notre équation, le grand S, le terme source, autrement dit, la matière. La matière agit comme le piston de cette pompe cosmique. Ces masses en mouvement, ces explosions, génèrent et injectent de l'énergie de contrainte directement dans le bulk. Cependant, la tempête n'est pas permanente. Parfois, l'équation trouve son repos. Lorsque la création et la diffusion de contraintes s'équilibrent, le système s'apaise. Ces états stationnaires correspondent aux structures cosmiques stables que nous connaissons. Les planètes, les étoiles tranquilles, sont les solutions apaisées de cette dynamique du bulk. Saisissez-vous la beauté de la chose. La gravité n'est qu'un cas particulier, une situation presque statique, de cette dynamique ondulatoire générale de I. Et pendant ce temps, la pauvre lumière doit traverser ce milieu sans cesse changeant. Si le bulk ondule sur son passage, la trajectoire du photon s'en trouve inévitablement déviée et altérée. Ainsi, la matière est doublement impliquée. Elle crée les perturbations qui animent le bulk, mais sa propre cohésion est soumise aux caprices de ce même bulk. C'est une danse infinie. Nous touchons ici au but ultime. Il n'y a plus de phénomène isolé. La matière, la gravité, la lumière, le temps, tout est interconnecté dans la toile du vide. La conséquence majeure de ce chapitre 8 est bouleversante. Nous avons fondé une physique entière basée sur un seul et unique champ dynamique, le champ I. Rien ne lui échappe. Cependant, la plus belle des théories n'est rien sans l'épreuve du feu. Nos équations sont prêtes, mais la nature aura le dernier mot. Le verdict appartient à l'expérience. Mes chers amis, bienvenue dans cette leçon capitale. Une théorie n'est rien sans l'épreuve des faits. Aujourd'hui, nous transformons le vide structuré en programme expérimental rigoureux. Il ne s'agit plus de cohérence conceptuelle, mais d'identifier des signatures mesurables du bulk et de sa variable centrale, I. Chaque gradient doit devenir une mesure. Cette variable U, notre CHU, doit produire des effets tangibles sur les trajectoires, les fréquences des oscillateurs et la propagation de la lumière elle-même. Commençons par le test A,
La mesure du jitter. Nous cherchons des fluctuations de phase supérieures à 0,8 décibels pour 100 mètres, signature du bruit du bulk. Le test B utilise la fibre optique. Sur 500 mètres, nous traquons une dérive de 50 picomètres, révélant la contrainte mécanique du vide sur le signal. Le test C explore l'effet Carmen, l'hystérésis du vide. C'est le sillage laissé par les charges en mouvement, une mémoire élastique du substrat que nous devons mesurer. Le test D cherche la signature de Beltrami. Dans nos plasmas, nous devons confirmer une auto-organisation supérieure à 10%, signe d'un couplage optimal. Enfin, le test E mesure l'hystérésis directe du vide. Nous soumettons le milieu à des perturbations cycliques pour voir s'il conserve une trace de ses états antérieurs. Passons aux horloges. Nous postulons que les écarts temporels sont une modification de la fréquence effective et non une dilatation intrinsèque du temps. Comparés simultanément à des altitudes différentes, une horloge atomique optique et un oscillateur à micro-ondes, l'altitude change I, donc la fréquence. On cherche un écart résiduel que la relativité standard ignore. Cela prouverait que l'effet dépend de la réponse physique du système face à la viscosité du bulk. Pour la lumière, nous conservons la vitesse locale c, mais sa propagation globale est limitée par la structure du milieu, créant le redshift de milieu. Le bulk induit une variation de portée effective et une déviation liée au gradient de I. La lumière fatigue dans le miel du vide, mes chers amis. En laboratoire, nous mesurons la stabilité de phase et la décroissance d'intensité dans des cavités optiques de très haute précision. C'est là qu'il se cache. À l'échelle cosmique, nous comparons des sources de distance égales traversant des densités de bulk différentes. Le redshift ne serait pas que vitesse. La réponse des matériaux est aussi une piste. La dynamique interne de la matière, configuration contrainte du bulk, doit fluctuer avec I. Des cristaux identiques placés dans des environnements de masse différents montreront des seuils de transition et des relaxations spécifiques au milieu local. Les ondes du bulk sont nos ondes gravitationnelles reformulées. Ce sont des ondes de contrainte qui traversent le substrat I. Nous cherchons des résidus de dissipation et des déphasages dépendant du trajet cosmologique. Une onde de métrique pure ne dissipe pas, mais le bulk, lui, résiste. Les régimes extrêmes, les trous noirs, sont des états saturés. Le bulk y devient solide, un gel topologique où plus rien ne circule. C'est le gel de Mamolar. À l'horizon, les observables dépendent de la saturation. Nous cherchons des profils de transition continue, loin des singularités mathématiques absurdes. En cosmologie, le redshift cumulé contient une part de fatigue lumineuse due au bulk. L'expansion apparente pourrait être en partie un effet de milieu. Hiérarchisons. À court terme, les tests multi-horloges et les résonateurs en laboratoire sont nos objectifs prioritaires et accessibles. À moyen terme, les expériences spatiales. À long terme, la cosmologie différentielle et l'analyse des trous noirs livreront le verdict final sur le bulk. Les effets sont faibles, mes amis. Noyés dans le bruit thermique et les vibrations. L'exigence méthodologique doit être absolue pour isoler I. Nos observables de fréquence, DF, sont fonction de I, de son gradient spatial et de sa dynamique temporelle. Tout est dans l'équation. Phase, intensité, longueur d'onde et relaxation des matériaux. 4 piliers pour mesurer la réalité mécanique du substrat universel. La valeur de ce programme réside dans sa réfutabilité. Si I n'existe pas, nos tests le diront. C'est cela, la véritable science expérimentale. Le vide structuré cesse d'être un rêve pour devenir un programme de recherche. Le bulk nous attend. Au revoir et à bientôt pour le chapitre Dix. Toute proposition théorique doit être examinée avec rigueur. Dans ce 10e chapitre, nous évaluons les forces et les limites du vide structuré face à la science établie. Il est essentiel d'en évaluer les fondements avec recul, d'identifier les zones de certitude et les territoires encore inexplorés de notre vision du monde. Commençons par la relativité générale. Notre modèle reproduit qualitativement les déviations de trajectoire et les variations de rythme des horloges. Toutefois, notre lecture est physique, fondée sur les propriétés du milieu, là où la relativité propose une interprétation purement géométrique. C'est ici que réside notre défi. Démontrer que la TVS peut égaler la précision mathématique absolue des prédictions relativistes classiques. Nous devons valider la loi de l'identité scalaire, comment les éléments ajustent leur structure interne, leur mu, selon la viscosité locale, le chu. Du côté de l'infiniment petit, le modèle suggère une continuité révolutionnaire. La matière serait un état contraint du substrat vide. Le lien avec la théorie des cordes est naturel via nos états ouverts et fermés.
une correspondance topologique prometteuse, mais conceptuelle. Cette simplicité conceptuelle est souvent le signe d'une théorie robuste. Une variable unique pour expliquer la totalité des phénomènes. Pour être pleinement intégrée, la TVS doit être exprimée dans un cadre rigoureux, capable de prédictions chiffrées sans faille. Nous devons distinguer l'effet Dennis, la compression atomique, de l'effet Mamolar, la saturation totale. Deux faces d'une même pièce mécanique. Le second défi est expérimental. Les effets du bulk sont infimes et extrêmement difficiles à isoler des bruits parasites terrestres. Cela exige des instruments d'une sensibilité inouïe, capables de détecter des dérives de l'ordre du picomètre ou des nanosecondes résiduelles. Certaines notions demandent clarification. Quelle est la nature exacte du bulk? Comment il se comporte-t-il à l'échelle atomique? La définition microscopique de notre variable CHU reste un vaste chantier. C'est là que se cache le secret de la matière et du vivant. Il faut aussi distinguer la simple réinterprétation de la véritable prédiction. Une théorie n'a de valeur que si elle dévoile des phénomènes nouveaux. C'est par la découverte de signatures inédites du bulk que nous validerons définitivement notre modèle face à nos pairs. Heureusement, la TVS possède une qualité suprême. Elle est falsifiable. Elle accepte l'épreuve du doute et la possibilité d'être infirmée. Si l'expérience ne montre aucun écart résiduel, nous aurons le courage de corriger nos hypothèses. C'est l'essence de l'honnêteté scientifique. Nous avançons entre ambition et prudence. La vision est prometteuse, mais le chemin vers une théorie établie est exigeant. Nos régimes G1 pour la matière noire et G3 pour les trous noirs offrent des pistes physiques là où les autres voient des mystères ou des singularités. Les effets de bord, comme celui de Casilda-Pacheco, testent la frontière entre les phases du vide. Ce sont nos balises dans l'inconnu. Même la résistance gyroscopique, ce frottement mécanique avec le sillage du vide, devient une observable de notre théorie. Le bilan est clair. Nous avons un cadre robuste, mais des outils mathématiques à forger. La science du bulk ne fait que commencer. Maintenant que nous avons affronté nos limites, il est temps de conclure ce traité et de regarder vers l'avenir unifié de la physique. Rejoignez-moi pour le dernier chapitre de notre voyage. Nous y ferons la synthèse de tout ce que le bulk nous a appris. À tout de suite. Nous voici au terme de notre voyage. Ce chapitre conclut notre traité en synthétisant l'unification proposée et en traçant les routes de notre futur scientifique. Le vide, le bulk, est désormais posé comme un milieu physique actif, continu et dynamique, capable de supporter et de redistribuer toutes les contraintes de l'univers. La variable d'état I, notre CHU, constitue le pivot unique de notre modèle. Elle est le lien mécanique entre des domaines autrefois isolés. Elle relie la matière, simple configuration contrainte du vide, à la gravité, qui n'est que l'émergence des gradients de cette viscosité I. La lumière y est modulée par I, et le temps mesuré n'est que la réponse des systèmes physiques à la résistance de ce milieu universel. Rappelons nos reformulations. La gravité naît des gradients de I. Plus le milieu est visqueux, plus l'attraction mécanique est puissante. La vitesse locale c reste constante, mais la portée et la structure du signal sont dictées par l'état du bulk traversé. C'est la fatigue de la lumière. Le temps est une grandeur intrinsèque, mais nos mesures dépendent de I. Le chronomètre ralentit dans le miel du vide, il ne se déforme pas géométriquement. La matière est un état contraint du bulk. Quant aux trous noirs, ils sont la saturation ultime du milieu, le gel de Mamolar, où il tend vers l'infini. La grande force de la TVS est sa continuité conceptuelle. Les phénomènes se déduisent les uns des autres, et les régimes extrêmes s'intègrent sans singularité absurde. Nous remplaçons une description géométrique abstraite par une interprétation physique du milieu. C'est le retour de la mécanique au cœur de l'espace. Grâce à notre programme expérimental, le modèle est falsifiable. La science progresse par l'épreuve de la réalité, et nous y sommes prêts. Nous reconnaissons nos limites. L'absence actuelle d'une formulation covariante complète et d'un principe d'action formalisé pourri. L'intégration des effets quantiques reste notre plus grand défi. Comment les opérateurs de bord s'inscrivent-ils dans la dynamique du bulk?
Les effets différentiels sont infimes. Leur détection exige des instruments d'une précision de haute voltige pour isoler les variables parasites. Nos perspectives? La construction d'un formalisme covariant et l'élaboration d'un principe d'action S de I pour dériver nos équations d'évolution. Nous interpréterons le champ quantique comme une excitation du bulk, où les états discrets seraient des configurations stables de notre variable U. L'étude des régimes turbulents du bulk nous permettra de comprendre la formation spontanée de structures auto-organisées dans l'univers. Nous déploierons des expériences différentielles multisystèmes exploitant des plateformes spatiales pour une analyse fine de la propagation astrophysique. En cosmologie, nous quantifierons la contribution du bulk à l'expansion apparente et le rôle de I dans l'évolution de l'univers à grande échelle. Le lien avec la physique des plasmas et nos aimants directeurs ouvrira la voie à une compréhension physique des régimes critiques du bulk. L'ingénierie du futur permettra le contrôle local de Hic. La commande K nous rendra transparents au bulk, ouvrant la traction topologique. Nous passerons de l'observation à l'interaction dirigée avec le substrat. C'est ainsi que nous atteindrons le statut de civilisation de type 1. Le modèle du vide structuré se positionne comme un cadre cohérent reliant tous les domaines de la physique. Un point de départ, pas une fin. En conclusion, nous proposons une reformulation des lois physiques où le vide est un acteur central dont l'état gouverne tout le mesurable. La validation de la TVS ouvrira la voie à une physique du substrat dynamique, où l'unité et la continuité remplacent la fragmentation des phénomènes. Regardons la réalité sous cet angle différent. Le vide n'est pas rien, il est tout. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce traité.